Planète Mongabay, le podcast de la rédaction de Mongabay Afrique. Nous donnons la parole aux acteurs clés de l'environnement sur le continent africain. Politiciens, ONG, sociétés civiles, entrepreneurs, communautés, notre émission invite celles et ceux qui décident, agissent, entreprennent et se battent pour l'écologie. Bienvenue sur Planète Mongabay. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jaina Louisin, bienvenue sur Planète Mongabay. En Afrique, les inégalités d'accès et la pression sur les ressources bousculent nos modes d'alimentation dans un contexte de crise climatique. Alors dans ce 5e épisode, on se demande comment nourrir les populations sans épuiser les ressources ni détruire les écosystèmes. Quelques éléments de réponse tout de suite, sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre aujourd'hui, cap sur le Burkina Faso où l'on retrouve le docteur Evelyne Sawadogo Compaoré, chercheur à l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles de Ouagadougou. Dans le pays des hommes intègres où plus de 80% de la population vit de l'agriculture, les femmes jouent un rôle central dans la production alimentaire, sans toujours bénéficier d'un accès équitable aux ressources, à la terre ou à la formation. Comment placer les femmes au cœur des stratégies d'une sécurité alimentaire durable? Écoutons ces réponses au micro d'Élodie Toto. Au Burkina Faso, qu'est-ce qui distingue concrètement le quotidien d'une femme agricultrice de celui d'un homme agriculteur? C'est l'homme qui a l'autorité d'enlever, vendre ou de ne pas vendre. Et les femmes, en général, au milieu rural, chez nous au Burkina, elles ne peuvent pas espérer bénéficier des retombées financières dans les champs du ménage. En réalité, la femme productrice burkinabé, dépendant du niveau de l'agriculture, parce que les producteurs appartiennent à 3 niveaux différents. Il y a le petit producteur qui consomme purement pour la consommation familiale. Il n'est pas dans une logique de vente. Il produit pour la consommation. Et les femmes dans ce milieu, elles produisent aussi pour accompagner leur mari. Parce qu'elles produisent du gombo, elles produisent un peu de l'haricot, du niébé. Et donc, du coup, on voit que dans les spéculations que la femme produit en tant que femme sont plus ou moins différentes que les spéculations qu'on produit au sein du ménage. Et donc, déjà, on se rend compte que, du coup, elle pourra avoir une posture différente en termes de temps qu'elle va mettre dans l'agriculture, en termes de connaissances qu'elle va avoir vis-à-vis de ces innovations agricoles, en termes aussi de préférences. Mais quand le producteur est à un niveau où il produit non seulement pour la consommation, mais dans sa logique, il veut aussi vendre. Donc, du coup, une femme qui vit dans ce milieu aura aussi une connaissance assez, plus ou moins un peu ouverte dans sa production, de vendre le plus qu'elle pourra avoir. Et on a les entrepreneurs, eux, c'est un autre niveau. Là, on peut trouver des jeunes femmes ou des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat agricole, qui ont des grands vergers, qui ont aussi des grandes exploitations. Elles sont très peu et rares, mais elles existent. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui la participation pleine et entière des femmes à une agriculture plus durable? En tant que femme, ce qui est de mon papa, ça va à mes petits frères, ça n'ira pas à mes petites sœurs ni à mes grandes sœurs. La terre de mon père appartient à mes petits frères. C'est eux qui vont continuer la prospérité, de la famille. Moi, je vais aller chez quelqu'un, je vais mettre au monde des enfants pour une autre famille. Et donc, tu quittes chez toi, tu n'as pas accès à la terre, tu vas dans une autre famille, et là aussi, tu n'as pas accès à la terre. Et donc, du coup, tu te retrouves, au milieu de, je ne dirais pas nulle part. Et donc, ça, c'est une réalité. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Quand on parle de changement climatique, est-ce que les femmes et les hommes sont touchés de la même manière dans les zones rurales? On est tous affectés de la même manière quand on appartient à la même communauté des effets du changement climatique. Maintenant, la prise en charge des impacts du changement climatique, on peut ne pas pouvoir les approcher de la même manière. Nous avons les femmes cotonculteurs qui produisent du coton bio dans une zone, par exemple. Et ces femmes, en produisant le coton bio, utilisent des pratiques écologiques qui sont assez résilients, qui permettent de protéger le sol et qui permettent en fait de lutter contre les questions du changement climatique. Parce que plus le sol est mou, plus la culture peut aussi résister aux poches de sécheresse. Et dans ces localités, par exemple, la femme n'a pas accès à la terre. Les terres qu'elles produisent, ça a été donné, mais c'est pas pour toi. En fait, il y a 2 choses. Tu peux produire dessus, mais tu n'as pas de propriété foncière. Et donc, du jour au lendemain, on peut toujours te retirer ce lopin de terre. Donc, il y a des femmes qui possédaient ce lopin de terre où elles travaillaient sur le coton bio
Mais il y a des pratiques qu'elles n'osaient même pas mettre en œuvre dans ces champs-là. Et ces pratiques sont très bonnes, mais puisqu'elles savent que ça demande un investissement et beaucoup d'efforts, ils peuvent mettre de l'effort sur le champ et l'année prochaine ou dans 2 ans, le propriétaire du champ peut venir prendre son champ. Et donc, les femmes s'abstiennent de mettre des pratiques, certaines pratiques, comme par exemple planter des arbres à certains niveaux, parce qu'elles se disent que il n'y a pas de durabilité. Parce que je ne sais pas quand ça pourrait mettre le tirer. Et on le vit très fréquemment avec la plupart des femmes. Pourquoi est-ce si important de prendre en compte la question du genre quand on parle de sécurité alimentaire, surtout en période de crise climatique? Quand on prend l'agriculture dans sa globalité, que ce soit les nouvelles variétés, que ce soit les nouvelles manières pratiques agricoles, que ce soit aussi la nouvelle vision du changement climatique avec la résilience, on n'est pas pareil. Quand on prend la femme, quand on prend les jeunes, et elles ont des attitudes qui sont intrinsèquement liées au fait qu'elles soient femmes, parce qu'elles occupent des fonctions et des rôles dans la société qui font que leur position dans le processus agricole y va avec. En fait, leur fonction sociale donne une forme à la manière dont elles prennent en charge ou qu'elles adoptent, elles comprennent, elles choisissent les adoptions agricoles. Dans cette partie dédiée à la voix des communautés, nous traversons les plaines de Yé, à 40 km de Brazzaville, en République du Congo. Un centre de formation y a été lancé en 2022 pour que des jeunes en situation de précarité se forment au métier de l'agriculture et de l'élevage. L'objectif est double, lutter contre l'exclusion sociale et renforcer la sécurité alimentaire. Écoutez les expériences croisées de Rémi Landou et Sarah Ondongo, tous deux étudiants à l'école de Yé, au micro de Vivas Mambwana. Avant de rejoindre le centre de formation de Yé, je vivais dans la rue. Il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas vraiment d'espoir. Je me voyais seulement comme une prostituée. Je faisais des business. J'étais laveur de voitures. Mes parents n'avaient pas assez de moyens en fait, pour pouvoir prendre soin de moi. Ce qui m'a conduit ici, c'est la formation d'abord, premièrement parce que mon rêve c'était de devenir entrepreneur. Si j'ai choisi de faire l'agriculture, c'est parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Dans ce centre, nous apprenons tout ce qui est dans le domaine agricole, comme l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, l'élevage des poissons et la transformation d'aliments. Aujourd'hui, là, on a élaboré la terre avec la motoculteur. J'ai appris beaucoup de choses avec ça. On nous a appris comment tracer des planches et faire des sillons. J'ai appris comment gérer de l'espace, comment gérer un terrain. Mon projet, après cette formation, c'est d'aller aussi aider les autres qui sont à Brazzaville là-bas, de former aussi les autres qui sont dans la rue. Je veux aussi aider les autres comme moi aussi on m'a aidé. C'est un point de départ pour moi. C'est une passion pour moi et j'aimerais vraiment atteindre mon objectif de devenir ingénieur agronome. Grâce à cette formation-là, j'ai des amis, j'ai maintenant la famille. Bien sûr, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Planète Mongabay. Et maintenant, place au pitch. Dans chaque épisode, nous invitons une ou un entrepreneur à nous partager son expérience, ses idées, le tout en moins d'1 minute. Nous partons cette fois au Niger, où les terres arides et la pauvreté des sols pèsent sur la sécurité alimentaire. Pour surmonter cela, le chercheur Amadou Adamou a eu une idée. On écoute son interview au micro de Fanta Chamsou. Le milieu normal du Niger ici, avec les paysans, ils ont à peu près 4 mois pour que les gens puissent avoir de quoi manger, à plus forte faire la récolte. Alors que Shakti, à 60 jours, si vous ne récoltez pas, vous allez trouver tout est tombé. Shakti a une précocité qui est très, très, très remarquable. Elle a à peu près plusieurs vertus. Le word de la précocité, Shakti est une variété biofortifiée qui peut jouer dans l'alimentation des enfants de moins de 5 ans, les vieillards de plus de 70 ans et les femmes en début de grossesse. Shakti a à peu près une contenance de plus de 65% de fer. Donc ça joue beaucoup dans le cadre de la nutrition. Maintenant, la parole est à vous. Selon vous, comment nourrir les populations sans épuiser les ressources naturelles ?
J'ai posé la question à Aristide, expert climat vivant à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il faut que chacun fasse attention à ce qu'il achète et cuisine. Que les magasins, les restaurants et autres gèrent mieux leur stock. Qu'on donne les aliments non vendus aux gens qui en manquent. C'est comme ça qu'on aura un système alimentaire qui nourrit tout le monde, aujourd'hui et demain, sans abîmer la planète. Notre interlocuteur met en lumière la lutte contre le gaspillage alimentaire. Moins jeté, c'est aussi moins puisé dans nos ressources naturelles. Un levier que nous aurons sans doute l'occasion d'aborder dans un prochain épisode. Voilà, c'est la fin de ce 5e épisode de Planète Mongabé. Merci de nous avoir suivis. J'ai monté et présenté ce podcast avec les journalistes et boursiers de la rédaction de Mongabé Afrique, sur une idée de Juliette Chapalin. Pour le retrouver ou le réécouter, rendez-vous sur les pages YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn de Mongabé Afrique et sur toutes nos plateformes d'écoute. À bientôt!